Cette semaine dans Afrique, nous irons à Dadaab au Kenya dans le plus grand camp de réfugiés du monde menacé de fermeture. Nous nous rendrons ensuite au Botswana où les habitants des villages du Nord voient régulièrement leurs récoltes détruites par les éléphants. Enfin, nous ferons un tour au Swaziland où la princesse aînée de la famille royale mixe tradition et rap moderne. Mais d'abord, retour sur les faits marquants de 2015 en Afrique. Pour la première fois en 16 ans, l'opposition a remporté l'élection présidentielle au Nigeria en avril face au Parti démocratique populaire. Muhammadu Buhari a remplacé le président sortant Goodluck Jonathan. Priorité de son programme, la lutte contre la corruption et l'éradication de la secte Boko Haram. Le Burundi a plongé dans une grave crise politique après l'annonce fin avril de la candidature du président Pierre Nkurunziza à un troisième mandat. Des milliers de personnes investissent les rues pour protester contre une candidature qu'ils considèrent anticonstitutionnelle. L'armée réprime dans le sang les manifestations. Nkurunziza est finalement réélu dès le premier tour en juillet, après le boycott du scrutin par l'opposition. Depuis, des centaines de personnes ont été tuées. Foule en liesse et scènes de joie au Kenya, en Ouganda et en Centrafrique pour la venue du pape François fin novembre. Pour sa première tournée en Afrique, il s'est rendu dans un bidonville de la capitale kenyane Nairobi. En Centrafrique, il a visité un camp de réfugiés et la mosquée centrale de Bangui. 2015, année mitigée pour Oscar Pistorius. Condamné à 5 ans de prison pour homicide involontaire après la mort de sa compagne, le champion paralympique sud-africain a été libéré de façon anticipée en octobre et assigné à résidence. Début décembre, la Cour d'appel a finalement requalifié en meurtre le crime de Pistorius, qui encourt maintenant au moins 15 ans de réclusion. Au Kenya, le plus grand camp de réfugiés du monde est menacé de fermeture. Le gouvernement affirme qu'il sert de base de recrutement pour les islamistes somaliens Shebab. Au lever du jour, Bachir Silal est entouré de jeunes enfants à qui il récite des versets du Coran. Venu de Somalie il y a 5 ans, ce professeur d'école coranique a trouvé ici, dans le camp de réfugiés de Dadaab au Kenya, une meilleure éducation que dans son pays où les écoles sont rares et très chères. Quand on regarde les opportunités ici, ils ont une meilleure chance d'intégrer une école coranique et même de poursuivre leurs études. Mais là-bas, ils n'ont aucune chance. Ils deviennent simplement agriculteurs. Le gouvernement kényan accueille des réfugiés venant de Somalie depuis le début de la guerre civile en 1991. Aujourd'hui, ce camp est le plus grand centre de réfugiés au monde avec plus de 350 000 habitants. Mais le Kenya envisage de le fermer. Frappé par des attentats meurtriers des islamistes somaliens Shebab, le gouvernement affirme que les insurgés liés à Al-Qaïda se servent du camp pour recruter. Il ne faut pas prétendre que parce que Dadaab n'a pas été attaqué, parce que Garissa est attaqué ainsi que Nairobi et Mombasa, que cet endroit est sûr. Non, ceci est le terreau. C'est le terrain d'entraînement de tout ce qui est engagé pour abattre les Kenyans à Nairobi. Des accusations qui laissent les réfugiés perplexes. Le gouvernement prétend que Dadaab est un endroit où ils recrutent, mais ils disent ça parce qu'ils souffrent. Si vous souffrez, vous pouvez dire n'importe quoi. Mais ici, ce n'est pas un lieu de recrutement. La vie d'un réfugié est loin d'être rose, mais Dadaab est aussi une terre d'opportunités. Selon une étude de 2010 commandée par le département kényan aux réfugiés, le chiffre d'affaires annuel du camp atteint 25 millions de dollars. Alissa, 23 ans, diplômé du supérieur, gère un cybercafé. Il dit vouloir rentrer en Somalie, mais pas tout de suite. En attendant que ce jour arrive, le futur d'Alissa et de tous les autres réfugiés du camp de Dadaab reste incertain. Pas de récolte cette année pour Minsosier. Des éléphants ont détruit son champ et mangé le maïs. Un problème fréquent d'après les habitants de Mabele, un village au nord du Botswana. Les pachydermes circulent librement dans ce parc d'Afrique australe et certains champs se trouvent en bordure d'un parc naturel. Pour Minsosier, pas de doute, la situation s'est détériorée depuis que le gouvernement a interdit la chasse en janvier 2014. Cette année, avec l'interdiction de la chasse, je ne pourrai pas récolter quoi que ce soit parce que les éléphants ont détruit mes cultures. Ça me stresse beaucoup, je ne sais pas comment on va survivre avec mes enfants. Le salaire de mon mari ne suffit pas. Avant 2014, la chasse était autorisée mais encadrée. Certains regroupements de villages disposaient d'un quota d'animaux, éléphants, buffles et autres,
qu'ils pouvaient abattre. Des permis de tuer que des agences de safari rachetaient très cher pour des clients fortunés. Dans beaucoup d'endroits, le tourisme photographique, qui est l'alternative à la chasse, ça ne marche pas. Soit parce qu'il y a trop peu de faune dans une zone très vaste, soit parce qu'il n'y a pas les infrastructures nécessaires, ou des maladies, etc. Donc la chasse, c'est une option pour tous les gouvernements. Et beaucoup le font de façon réussie, comme le Botswana pendant plusieurs années. Le Botswana abrite plus d'un tiers des éléphants africains et ses parcs naturels et réserves privées attirent de nombreux touristes chaque année. Le gouvernement veut que les bénéfices du deuxième secteur économique du pays profitent à tous sans tuer les animaux. Mais à Mabélé, de source de revenus, les éléphants sont devenus une nuisance aux yeux des habitants. La chasse rapportait plus de 400 000 € par an au groupe de 5 villages dont fait partie Mabélé. Avant, on disait au village « protéger les espèces pour en tirer des bénéfices ». Mais maintenant, ce n'est pas évident de changer les mentalités et de dire « protéger ». Protéger, dans quel but? Au Botswana, pays exemplaire en termes de protection de la faune sauvage, le débat sur la chasse n'est pas d'ordre moral. Même certains guides anti-chasse craignent que l'interdiction ne conduise les plus désespérés à tuer sans discernement, au lieu de suivre des règles conçues dans l'intérêt de la préservation de l'espèce. Officiellement, Sa Majesté la princesse royale Sikaniso Dlamini est la principale princesse du royaume du Swaziland. Mais ses amis et ses fans la connaissent aussi sous le nom de Pachou, chanteuse et rappeuse. Une exception dans un pays très traditionnel. La royauté en Afrique est assez différente. Nous n'avons pas la liberté dont jouissent les familles royales européennes, je pense. Nous n'avons pas le temps de nous amuser. Notre culture dicte ce que nous faisons. Éduquée en Angleterre, aux États-Unis et en Australie, la princesse a commencé à rapper quand elle était adolescente. Mais c'est l'aînée des filles du roi, elle a des obligations à remplir. Comme de mener chaque année la danse des roseaux, où des dizaines de milliers de jeunes filles paradent seins nus devant leur souverain. Pour cette femme de 28 ans, pas de contradiction pourtant entre son amour du rap et son rôle traditionnel. Le rythme que j'ai en hip-hop vient des traditions culturelles que nous avons au Swaziland. C'est ce qui m'inspire en fait. Certains passages de mon rap sonnent très africains et ils ont plus d'âme parce qu'ils viennent de la langue swazi. Par exemple, nous avons le dika quand les hommes chantent. Et c'est un peu comme du rap. Le roi Mswati III est le dernier monarque absolu en Afrique. Marié à une douzaine d'épouses, il a au moins 20 enfants. Les fortes inégalités du Swaziland lui valent régulièrement des critiques, tout comme sa répression des dissensions politiques. Mais la princesse soutient la monarchie, y compris dans ses chansons. Ici, nous croyons en la volonté du peuple. Donc Sa Majesté a rassemblé le pays et il a déclaré « Une minorité du Swaziland voudrait que les choses changent. » Et le peuple a répondu « Nous refusons, nous voulons la monarchie. » Pachou est devenue une incontournable de la scène musicale swazi. Elle chante même parfois aux cérémonies officielles. Mais sa priorité reste ses responsabilités de princesse. Elle siège au très puissant conseil du roi et dirige de nombreuses organisations caritatives. Six candidats sont en lice pour prendre la tête de la FIFA après les scandales qui ont poussé Sepp Blatter à démissionner. Parmi elles, le Sud-Africain Tokyo Sekwale a promis la transparence financière s'il était élu. De son côté, le prince Ali de Jordanie a appelé à réformer l'organisation pour la sauver et a assuré y donner un rôle dirigeant à l'Afrique. La semaine prochaine, nous verrons comment la diaspora somalienne investit dans la reconstruction du pays, ravagé par 2 décennies de guerre civile. À la semaine prochaine.